donc réunis pour discuter de l'ouvrage d'Arezki Metref, le jour où Madame Carmel sortit son revolver, qui est présenté comme un ensemble de nouvelles que nous allons donc examiner, discuter, etc. Mais peut-être auparavant, même si je sais que Arezki Metref fait partie de la maison, peut-être qu'il y a quelques personnes qui ne le connaîtriez pas particulièrement. Alors, je rappelle simplement que Arezki Metref est d'une famille originaire de Beni Yenni, il m'a appris à dire des Aïtneni, Yenni, voilà comme ça, et du village d'Agoni Ahmed, que j'ai eu le plaisir de visiter d'ailleurs avec lui. Il a cette particularité d'avoir suivi depuis sa naissance une vie en quelque sorte nomade, puisqu'il a dû évidemment accompagner les pérégrinations de son père, qui était instituteur, et il a donc vécu à Bouira, à La Rouat, et depuis 1956 à Alger, où il vécut son enfance dans la guerre, à partir de laquelle il écrit d'ailleurs beaucoup. Il fit ses études à l'Institut d'études politiques d'Alger, et très tôt il va s'orienter dans l'écriture, c'est-à-dire à la fois vers le journalisme et, au départ de sa vie de jeune homme, dans la poésie. En tant que journaliste, il a collaboré à plusieurs journaux, revues, etc. En Algérie, à Révolution africaine, à Al-Moudjahid, et surtout à Algérie Actualité, dans lequel il a écrit assez longtemps. Et en 1993, comme beaucoup d'entre nous, il a dû quitter l'Algérie, et après avoir créé ce journal qui a quand même eu son moment d'importance, qui était l'hebdomadaire Rupture, avec Tahar Djaout et Abdelkrim Djahat, il a été contraint de venir de l'exil, quoi, comme beaucoup d'entre nous. Arezki Metref est en quelque sorte quelqu'un dont on peut dire qu'il est polygraphe, c'est-à-dire qu'il écrit à la fois des poèmes, des romans, des essais, des pièces de théâtre, etc. Et pour quelques titres comme ça, qui sont un peu des titres par rapport à ma propre subjectivité, que j'ai aimé particulièrement. Dans les romans, c'est Quartier consigné, écrit dès 1996, c'est-à-dire à son arrivée en France, quelques ans après. Douar, Une saison en exil, 2006, Roman de Kabylie, 2010, La traversée du somnambule, 2015, et le jour où Madame Carmel sortit son revolver, dont il est question aujourd'hui. Depuis 1997, il a écrit également un certain nombre de pièces de théâtre, j'en citerai simplement quelques-unes. Priorité au basilic, La nuit du doute, que j'ai eu l'honneur de préfacer, L'intuition du désert, et tout à fait récemment, un texte qu'il présente à l'ACB, que je vous conseille d'ailleurs, et qu'il a intitulé « Superbes exilés », qui sera présenté. Elles sont superbes, si elles sont splendides dans ta tête, et si elles sont superbes. Superbes exilés, qu'il présentera donc le mercredi prochain, 14 juin, à 19h. Et l'entrée est libre, évidemment, dans la limite des places disponibles. À côté de ça, il a réalisé des documentaires, dont un documentaire sur la Kabylie, qui est extrait d'un essai sur Kabylie Story, là, et un documentaire qui est actuel, qui vient d'être fini, qu'il va présenter incessamment sous peu, dans les jours à venir, je crois, et qui est un documentaire sur les cafés algériens de l'exil.
à travers l'histoire. Il y a des tas de cafés qui sont des cafés proprement algériens, ici, dans lesquels il y a eu des reportages, des tentatives d'expliquer l'exil par le café. Ben, à côté de ça, c'est un frénétique créateur, parce qu'il est passé également à la peinture, et il a, depuis 1902, je crois, puisque j'ai assisté, enfin j'ai vu 3 expos pour le moment, il expose sa peinture, voilà. Pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, il anime ici cette, comment on peut dire, animation littéraire comme ça, voilà, qui est, ouvrez les guillemets, à l'ACB depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà. Le livre qui nous réunit est donc Le jour où Madame Carmel sortit un revolver et autre nouvelle, car tel est le titre. Comme le titre nous l'indique, donc, il s'agit d'un certain nombre de nouvelles, plus exactement de 5 nouvelles. D'abord, Le jour où Madame Carmel sortit son revolver, qui inaugure le volume, mais qui va donner son titre, ce qui est une tradition. Souvent dans les livres de nouvelles, c'est qu'une des nouvelles particulières que l'on va placer au début donne en même temps le titre à l'ensemble du volume. Le second, ou la seconde nouvelle, c'est la tectonique des murs, pas des plaques mais des murs, nous verrons pourquoi. La troisième, c'est le silence de la mer. La quatrième, c'est Madame la France. Et la cinquième, le jour où Manoir brisa son silence. Ces nouvelles sont autonomes les unes des autres, car elles ont paru pour certaines dans une première parution, comme ça se fait souvent avant de les reprendre dans un même volume. Elles ont paru dans 2 ou 3 publications diverses. Mais elles ont en commun un certain nombre de thèmes, une unité du style et surtout un ensemble de thèmes que sont les images de la guerre, d'un enfant dans la guerre, qui les unifie au point où on aurait pu penser que ça aurait fait l'œuvre d'un roman. Voilà. Voilà pour la présentation d'ensemble. Alors on va demander à M. Aleski-Metreff dans quelles circonstances et pourquoi tu as voulu en faire un volume et à présenter toutes ces nouvelles ensemble. Bonsoir. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est des textes qui ont été écrits à des moments et dans des circonstances très différentes. Mais je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est qu'elles parlent toutes de la guerre. Enfin, elles parlent toutes de cette période d'avant 62 que j'ai vécue à Alger. Et puis, elles parlent toutes aussi de l'enfance dans la guerre. Donc j'ai trouvé que c'était 2 éléments qui faisaient que ça pouvait justifier le fait que ça fasse un volume. Et je crois qu'en le lisant, on se rend difficilement compte que ça n'a pas été écrit, pour paraître ensemble, quoi, que ces textes n'ont pas. Voilà, pour moi, ça coulait vraiment de source. Hein, je veux dire, ça me paraissait tellement évident qu'il fallait le faire. Oui. Oui, c'est tout à fait mon impression également. Non, je voulais simplement savoir dans quelles conditions les choses sont faites. Je veux dire, est-ce que c'est à la demande d'un éditeur? Est-ce que c'est toi qui avais envie de les... Enfin, c'est une rencontre d'une proposition qui venait des 2 côtés. Ok, très bien. Donc on va commencer par le jour où Madame Carmel sortit son revolver. Et je vais peut-être vous lire, c'est très très court, hein, l'incipit, la première phrase.
Autant le dire d'emblée, toute ma vie, j'ai vécu dans l'obsession du visage de Madame Carmel. Au lieu d'estomper ce visage prégnant qui me poursuit et me hante, les années qui passent et les épreuves intérieures ne font au contraire que de raviver pour ma douleur et mon éblouissement. Voilà, donc cette première nouvelle est construite par ce que les gens qui connaissent bien la littérature ou qui l'enseignent, etc., comme vous, appellent une mise en abîme. C'est-à-dire que ça fonctionne comme des échos. On commence à raconter une scène qui va se reproduire autrement, etc., pour donner une certaine signification à l'ensemble, comme on va le voir. Alors, moi, j'ai une question bête, parce que j'aime les questions bêtes, puisque je ne le suis pas. Tu risques d'avoir une réponse bête, voilà. Parce que moi aussi, j'aime les réponses. C'est la question qu'on ne devrait jamais poser à un écrivain. C'est de savoir si il s'agit d'une histoire réelle ou d'une histoire inventée. Est-ce que Madame Carmel a existé quelque part pour toi? D'abord, j'aimerais juste raconter dans quelles circonstances j'ai écrit ce texte, parce qu'il va éclairer d'une certaine manière. C'était en 92, en 1992, j'étais encore à Algérie Actualité, on travaillait dans la même rubrique à l'État de Daoud, qui pour les 40 ans, je crois, ou les 30 ans des accords d'Évian, du cessez-le-feu des accords d'Évian, a eu une commande pour organiser un recueil de nouvelles sur la guerre avec Daniel Zimmermann. Il devait faire, Zimmermann devait prendre, je crois, une dizaine d'écrivains français et Tahar coordonner une dizaine d'écrivains algériens pour écrire des textes, des nouvelles libres, mais sur la guerre. Alors il m'a demandé un texte. Il m'a demandé si je pouvais écrire un texte et j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'avais à peu près 6 mois pour le faire et je m'en suis pas du tout occupé. Et j'ai commencé à m'inquiéter parce qu'il me relançait. Tahar était quelqu'un de très ponctuel, etc., très organisé. Le dernier mois, il m'a dit, écoute, il reste que 30 jours, donc il faut absolument que... Et je me suis aperçu que j'avais rien à raconter. Que je m'étais engagé, que je ne pouvais plus me débiner. J'avais tellement peur d'affronter ce type de texte que je lui ai dit, écoute, je crois que je vais renoncer, etc. Il m'a dit, ah, maintenant que tu t'es engagé, débrouille-toi, il faut que tu me donnes quelque chose. Voilà comment j'ai été amené à me souvenir. Mais est-ce que cette Madame Carmel est venue comme ça par ton souvenir, ou est-ce que parce que tu étais pressé qu'il fallait rendre le texte, tu l'as inventé? Est-ce qu'elle a existé, cette Madame Carmel? Oui. Oui. Qu'elle ait existé, oui. Qu'elle s'appelle Madame Carmel, je ne peux pas te le garantir. Qu'elle ait sorti son pistolet non plus. Qu'elle ait un pistolet, oui. Qu'elle ait eu un pistolet, oui. Qu'elle ait sorti, non. Donc on va pas. Il y a une belle. Enfin, chacun va le lire. Hein. Non, mais il y a une très belle métaphore dans cette histoire, dans cette nouvelle, que je raconte pas, parce que c'est que Madame Carmel, je préfère parler du narrateur plutôt que de toi, a poursuivi le narrateur à travers tous les éléments de sa biographie. On a la biographie du narrateur à travers certains moments de sa vie, et à chaque moment, elle vient, elle revient, et elle va produire une autre histoire, et puis voilà, elle est là. C'est un personnage qui insiste, et qui à la fin, c'est là que je trouve que, j'ai trouvé l'idée très belle pour ma part. À la fin, elle a son revolver, parce qu'au départ, elle avait son revolver dans la classe lorsque le narrateur et ses amis étaient enfants. Mais à la fin, est-ce qu'elle a sorti son revolver et qu'elle lui a tiré dessus?
Et cette Madame Carmel, on va la retrouver dans une autre nouvelle. Elle va devenir Madame la France. Et est-ce que ce n'est pas la France qui, symboliquement, a tué ton narrateur à la fin de cette nouvelle? Ça, tu as tout le loisir d'interpréter comme tu veux. Je te pose la question. En tant que lecteur. Non, je sais pas, oui, beaucoup de gens qui ont lu ce texte ont pensé que c'était Madame Carmel, c'était la France, hein. C'était la France. Ça pourrait l'être, cette relation compliquée que les jeunes écoliers algériens d'avant l'indépendance ont comme rapport avec la France, etc. Mais pour moi, c'est surtout Madame Carmel, c'est surtout deux choses. C'est d'abord cette personne, cette institutrice qui a existé, et puis c'est la symbolique de l'école. C'est-à-dire le rapport au savoir. Moi, j'ai vécu dans un quartier d'Alger où, pendant la guerre, on allait à l'école. Une partie de l'école était occupée par les parachutistes. C'est-à-dire qu'on partageait avec eux. Donc la guerre était une réalité très concrète, qu'on avait à l'école même. Hein. D'ailleurs, je le raconte dans un autre texte. Ils faisaient leur sport dans la cour où on sortait. Ils partageaient les mêmes lavabos, etc. Ils faisaient leurs toilettes dans les lavabos. Et parfois, ils chopaient un gamin comme ça, ils lui disaient tiens, tu vas me laver la gamelle. Et celui sur qui ça tombait, on le voyait un peu comme un haki, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un traître, même si il ne pouvait pas refuser, hein, je veux dire. Donc on a vécu, c'était une école qu'on partageait avec les parachutistes, quoi, je veux dire. C'était pas un rapport normal qu'on avait à l'école, sans préjudice des programmes, etc. Mais le fait de cette présence militaire, et puis des attentats, des coups de feu, toute mon enfance est peuplée, comme la plupart des gens de ma génération, de coups de feu, de choses comme ça, quoi. Est-ce que le nom de Madame Carmel, c'est un arbitraire du signe, elle aurait pu s'appeler Madame Durand ou je ne sais pas quoi, ou est-ce qu'il est construit symboliquement pour nous dire quelque chose? Et quoi? Est-ce que ça renvoie au Carmel, à l'idée du Carmel? Franchement, non. Hein, je ne l'ai pas construit. Même inconsciemment, même inconsciemment. Non, il me fallait un nom il me fallait un nom. Je ne sais pas comment je suis tombé. Il doit y avoir un mécanisme complètement inconscient qui m'a mené à l'appeler Madame Carmel, mais. Donc il n'y a pas une intention d'auteur, donc tu nous dirais quelque chose. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà. La seconde nouvelle, mais on va aller vite, parce que c'est la tectonique des murs. Bien sûr que ça nous fait tout de suite écho à la tectonique des plaques. La tectonique, c'est-à-dire, ce sont en géologie les structures de l'écorce terrestre. Mais là, c'est la tectonique des murs. Et le mur, comme on sait, est un lieu d'écriture très très intéressant et fécond, en tout cas dans la littérature algérienne, hein, de plus en plus, parce que ça a donné ensuite le haïtiste, celui qui tient le mur, etc. etc. Et là, le thème du mur, il est important à la fois dans l'imaginaire et dans la représentation que l'on se fait en Algérie. Et effectivement, c'est une nouvelle qui commence avec indépendance de l'Algérie, écrite sur un mur, que l'enfant, le narrateur, va découvrir. Ce qui donne, si tu permets que je lise, mais très vite, hein, en page 28, donc, l'indépendance de l'Algérie, je l'ai d'abord lu sur un mur, celui de mon quartier enfant, etc. Et donc, à partir de cette image, que l'indépendance découverte à l'âge de 10 ou 12 ans par le narrateur, va jouer
à la fois son imaginaire et à la fois la nouvelle va dérouler un certain nombre d'éléments de l'indépendance. Dans ce que j'ai appelé tout à l'heure pour l'autre nouvelle, mais c'est pareil pour celle-là, dans une espèce de mise en abîme, l'un renvoie à l'autre, c'est-à-dire le déroulement d'un ruban autobiographique depuis l'arrivée du narrateur, que l'on peut tout à fait associer à l'auteur, puisqu'il arrive de La Rouatte en 56 pour aller à cette école des Eucalyptus, ce qui a été la vie réelle de Arezki Metref. Et ce mur, avec cette inscription indépendance de l'Algérie, va être à la fois un lieu de mémoire et il va être à la fois un miroir d'identification dans ce que l'enfant et ses copains et son quartier, etc., vont porter comme attente de l'indépendance. Et on va voir tout un ensemble d'éléments entre la vie rêvée de l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance telle qu'on y aspirait, et la réalité de l'indépendance, avec parfois des phrases assez dures dont tu portes la responsabilité, mais parfois il est écrit que quand même, ce qu'on a vécu après l'indépendance, c'est bien moins que ce qu'on a vécu sous la colonisation. Je veux dire, des phrases comme ça ne s'écrivent pas de manière délibérée. Elles ne se sont inscrites sans doute que par ton inconscient. Et tu dois le penser, pourquoi pas, tu as le droit. Voilà. Et le mur va se poursuivre et finir, parce que les chutes de chacune de ces nouvelles m'ont paru très très intéressantes. Le mur va se terminer dans un mur à Azazga, où le narrateur, en tant que journaliste, va faire un reportage au moment du printemps noir, le printemps des manifestations et de la répression en Kabylie. Et sur ce mur, évidemment, c'est un jeune manifestant qui a été tué par les gendarmes. Donc c'était intéressant de voir naître l'indépendance sur ce mur et de voir la répression et la mort sur un mur également en Algérie. Voilà. Oui, non, ce qu'il faut préciser, c'est que c'était non seulement à Azazga, mais en plus, la rue dans laquelle il est mort, ils lui ont tiré dessus, ça s'appelait la rue de l'Indépendance. Voilà, c'est ça la correspondance. Oui. Je vais passer chacune des nouvelles vite, et puis on va parler évidemment tous ensemble. La troisième nouvelle, c'est le silence de ma mère. Alors là, nous sommes complètement, me semble-t-il, dans le récit autobiographique. En tout cas, ça paraît ainsi. Ça paraît ainsi, pourquoi? Parce qu'en page 49, tu écris « Je n'ai jamais su si cette histoire était vraie. L'ai-je inventée pour me convaincre que ma soif d'être aimée de ma mère avait toujours été contrariée? S'est-elle construite à mon insu à partir de faits véridiques pour souligner combien j'ai pu être éconduit dans mes élans? Et pourtant, tout ce que tu racontes, par rapport à ce que je sais de ta biographie, au-delà de ce que nous donne Wikipédia, ça corrobore tout à fait à la fois le village, l'histoire de tes parents, l'histoire de la famille, etc. Et c'est un récit autobiographique que j'ai trouvé, pour ma part, je l'ai pris en tant que tel et à ce niveau, que j'ai trouvé très émouvant, très touchant, qui est un hommage à la mère, à Aïchouch, et qui semble être, à mon avis, plus proche du sentiment de réalité que de la simple imagination littéraire. À vous la parole. Je peux passer à la nouvelle d'après. Ça, c'est le type avec les journalistes.
la question suivante, si vous voulez. Alors nous passons à la question suivante. Non, non, juste deux mots pour, oui. Juste deux mots pour ça. D'ailleurs, pour l'ensemble de ces textes, c'est vraiment la difficulté à la fois de partir de choses autobiographiques et d'essayer de les transcender ou de les dissoudre dans quelque chose de plus général. On y arrive parfois, parfois on n'y arrive pas, on réécrit la réalité autrement, etc. Mais parfois la réalité ou l'envie d'être tout simplement le greffier de la réalité, ce qu'on croit être le greffier de la réalité, te rattrape et puis voilà quoi, je veux dire, ce texte sur ma mère, si j'avais à le réécrire, je ne l'aurais pas fait. Mais il est sorti comme ça, à un moment précis. Je suis très mal à l'aise avec ce texte, voilà. Ah, moi je l'ai bien aimé. J'avoue que je l'ai bien aimé parce que j'aime beaucoup tous les textes comme ça, qui sont les émotions que nous pouvons comme ça dire encore, les mots à demi, voilà comme ça, la mer et tout, moi j'aime bien, j'aime bien. Moi j'aime bien parce que il y a des gens qui rient de ça, mais moi quand j'ai lu La mer de Gorky, j'ai pleuré, voilà, j'aime bien ces récifs et vos mers, etc. Et je pense que, bien sûr, toutes les mers sont les mers, bien sûr, les mers, etc. Chacun a eu son rapport à sa mère. Moi j'ai écrit, j'écris dans mes romans, comme il y a quelque part le fait d'avoir été orphelin de ma mère à 3 ans, c'est quelque chose qui touche, etc. Mais je crois qu'au-delà, sur le plan littéraire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du poncif, en quelque sorte, dans la littérature maghrébine, de façon générale, et la mer est toujours partout. Non pas qu'on soit les seuls à avoir des mers, non pas que l'on ait tous des mères juives, mais c'est ce lien comme ça à la mer qui fait que c'est une des particularités anthropologiques de la société et qui se traduit dans la littérature. En tout cas, moi j'aime ce texte sur ta mère. Voilà. Alors ensuite, on va vite passer, hein, évidemment, c'est Madame la France. Madame la France. Madame la France, c'est une série, je crois qu'on a tous écrit un peu sur Madame la France à la demande ou à la commande, en quelque sorte, de Madame Léla Sebar, qui est ici, qui avait organisé un livre collectif où on avait tous écrit sur les rapports à la France. Et ça aussi, j'aime bien. J'aime bien parce que on est la génération on est la génération à la fois de l'indépendance, mais la génération de la guerre. Et on a vécu de manière très très ambiguë, tous en tout cas, mais chacun à sa manière, un rapport, une relation avec la France. Il y a quelque chose d'assez particulier que l'on retrouvait déjà chez Kademi Yassine et qu'on retrouve chez tous les auteurs maghrébins. C'est comment le visage de la France, c'est le visage de l'institutrice. C'est Suzy, c'est voilà comme ça. Et la France de M. Aristide Metref, je lis, la France est une dame civilisée, syphilisée. Elle ne porte pas le haïk en nylon écru de Maïcha, ni la voilette en tulle, mais une jupe plissée, soleil, et un tricot col montant, comme Madame Carmel, l'institutrice. Voilà. Donc, voilà, on retourne à Madame Carmel. Nous savons maintenant, une 50aine de pages après, que Madame Carmel, l'institutrice, c'est la France, et la représentante quelque chose de la France. Et le jeune narrateur va ensuite nous faire vivre un certain nombre de situations dans ses relations avec cette France de l'école, quoi, la France. Alors évidemment, c'est parfois par contraste, hein, c'est comment, par exemple, elle a une coupe de cheveux au brun à la garçonne, et non pas la tresse noire de G régénérée
Azit Taqdim, l'huile d'olivrance de sa mère, bien sûr. Et c'est tout un ensemble de... C'est tout un ensemble il y a tout un ensemble comme ça de comparaisons et donc oui, elle est désirée, Madame Carmen, la France, elle est désirée. Par contre, la mère, elle est aimée, c'est autre chose comme ça, voilà. Et on a des situations par laquelle il y a en même temps une réflexion sur les rapports entre la France et l'Algérie, c'est-à-dire entre la représentation qu'il se fait de la France et celle de l'Algérie, et qui se termine par, là aussi, une situation assez particulière, si ce n'est tragique, hein, que je vous laisse d'ailleurs lire, parce que je crois qu'il ne faut pas tout dévoiler, en tout cas qui m'avait beaucoup frappé, voilà. Et on termine les nouvelles par le jour où Mnawar brisa son silence. Alors Mnawar, c'est, comme vous le savez, Mnawar Bsikri, c'est comme ça qu'on appelle les gens chez nous, hein, Tlemceni, Bsikri, ah, voilà. Lui, c'est Mnawar Bsikri. Alors lui, il est chauffeur de camion, il a un gros camion savien. Il a cette particularité par rapport aux enfants qui le regardent hein, dans la cité des eucalyptus, c'est qu'il est complètement mutique. Il n'ouvre jamais la bouche. Personne ne connaît le son de sa voix. Et voilà que le 5 juillet 1962, le jour de l'indépendance de l'Algérie, il va articuler des paroles et il va se mettre à parler. Il va faire monter dans son camion toute une grappe de gosses et il va les emmener à Alger où ils n'ont jamais été, puisque la cité d'Eucalyptus c'est une cité de Harrach, quoi. Et ils vont découvrir Alger, les chants, les fêtes, l'indépendance, etc., etc. Il y a une formule que j'ai trouvée pour moi belle, parce que d'autres, on peut en discuter. Hein. Par exemple, quand tu écris à propos de Madame, d'une dame là dans l'histoire de Madame la France, elle a, dit-on, la tête pleine d'époux, enfin, quand même. Hein? C'est une liberté de... On peut avoir la tête pleine de boue, je comprends, mais avoir la tête pleine d'époux, ça me paraît un peu forcé comme image. Voilà. Par contre, quand tu écris cette belle phrase, naître colonisé, c'est naître qu'à moitié, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Hein? Politiquement correct, non? Non, non, c'est le son de position. Hein? C'est bien tourné. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le Mnawar, alors, est un personnage intéressant parce qu'à partir de cette balade à Alger, quoi, sur l'indépendance, etc., il y a plein de réflexions sur ce qu'est devenu le pays. Et tu écris, par exemple, en page 95, là je vais retrouver, malgré mes lunettes, là. La guerre, c'est ce silence tourmenté, acéré, fil de lame, ponctué de bruits déchirants et sourds, explosion, détonation, crépitation, éclatement, fulmigation, déflagration, hurlement, tumulte, vacarme, vocifération, tollé, bruit des hélicoptères, crash, des bruits définitifs et fugaces. Je trouve ce passage très beau pour dire la guerre en quelques mots, voilà. Et le Mnawar est intéressant pour ceci, le Mnawar, le mutique, c'est qu'il se met à parler, etc. Mais le pauvre, il va mourir le 6 octobre 1988 d'une balle perdue. Or, le 5 octobre 88, comme beaucoup le savent ici, c'est le jour où il y a eu cette explosion populaire des jeunes, etc.
et des massacres qui ont suivi. Et voilà comment se termine la vie de Mnawar et le volume de M. Areski Metref. En général, on va laisser le public. Je trouve très beau ce recueil parce qu'il est à la fois très sensible, c'est très sensible, c'est très subjectif, etc. Et en même temps, ce que je n'ai pas pu peut-être faire là, c'est rendre compte des éléments proprement réflexifs. Il y a un ensemble de réflexions sur la guerre, sur ce qu'était la colonisation, sur nos rapports à l'Algérie depuis l'indépendance, qui sont comme ça enlacés dans la subjectivité, dans ce vécu que tu relates, à mon avis, très bien. Voilà. Merci, j'ai rien à ajouter. Non, il y a quand même quelque chose, enfin je me suis rendu compte à posteriori, c'est aussi peut-être une démarche de résistance sur la façon dont a été héroïsée la guerre de libération et l'indépendance. Et là, il s'agit vraiment de héros ordinaires, oui, de gens tout à fait ordinaires qui ont le marchand de pois chiches, le camionneur, etc. Comment ils ont vécu et participé à leur façon à cette indépendance. Et là, effectivement, on a été aussi enfant, on a été habité par un double imaginaire, si j'ose dire, à la fois la présence de ces combattants qu'on n'a jamais vus, mais dont on parlait beaucoup, de ces héros, etc. Mais aussi les héros, les vrais héros qui étaient autour de nous, on ne les voyait pas comme tels. Il y avait une double on parlait d'un certain nombre de héros là qu'on ne voyait jamais, hein, qui étaient là, qui sortaient la nuit, on ne les voyait pas, etc. Puis par contre, il y a des gens qui étaient là, qui étaient de vrais héros, mais et là, ça pose tout le problème de comment par la suite a été raconté le récit donc de ce point de vue, je crois que c'est une démarche aussi qui participe d'une autre façon de raconter les choses vues par les enfants, etc., qui sont pas aussi perméables que les adultes peut-être à cette récupération de l'histoire. Oui, parce que ce que j'ai trouvé intéressant, dans le prolongement de ce que tu dis, là, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que dans cette opposition que l'on fait parfois entre la réalité, l'histoire réelle et l'histoire inventée, imaginaire, etc., ces nouvelles se placent ailleurs. C'est-à-dire, c'est la vérité plus que la réalité, et c'est la vérité d'un enfant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de jugement en fait. Il n'y a pas de jugement par rapport à la période historique, par rapport au comportement des uns des autres, même la pauvre Madame Carmel qui n'a été que l'institutrice d'un mois pour devenir célèbre dans ton livre et qui n'a sorti son revolver peut-être pour se défendre parce qu'il y avait des coups de feu de parachutistes un peu plus loin. Elle n'est pas jugée. Il n'y a pas de jugement. Personne n'est jugé. On est à la surface de l'enfance, et c'est un enfant qui revoit son enfance, la manière dont il a vécu, avec parfois même un brin de nostalgie. Voilà. Voilà, si vous voulez, vous avez sans doute des questions à poser, ceux qui ont pu le lire jusque-là, voilà. Moi, je ne l'ai pas encore lu, si vous me permettez. C'est pas grave. Vous allez le lire tout à l'heure. Je vais le lire parce que vous m'avez donné envie de le lire. Franchement, par votre exposé, très bien. J'aimerais juste savoir, parce qu'il n'y a pas eu de jugement, mais sur ce que j'ai compris, sur ce que vous avez décrit, et sur la trame du livre, parce que la trame et la succession des nouvelles, il y a un jugement. Il y a un énorme jugement. Et entre Madame la France et le silence de la mer qui la précède,
on peut mettre un lien rapidement. Et un lien qui traduit peut-être que j'attribue ça injustement à ce qui est Metref. Mais si on fait une analyse psychologique de livre, j'ai l'impression qu'il y a un lien, comme si Aristide demandait à travers le silence de la mer quelque chose. Donc Madame la France qui suit derrière demande aussi à ce silence que peut avoir eu, qu'a eu l'armée française en particulier, ou l'action. Donc moi je vois dans la trame, et je n'ai pas vu la succession des nouvelles dans le livre, mais je pense qu'à travers ça, il y a un jugement, il y a une position de l'auteur qui me paraît... Ah, c'est autre chose. Oui, il y a une position, et qui est aussi à la fois, pas totalement un jugement, mais qui montre clairement ce qu'il est. Et sa volonté de... Il dit quelque chose. Non, vite, avant de laisser celui dont il s'agit parler, de ce qu'il a fait. Non, mais moi, si vous voulez, je serai d'accord avec vous, bien sûr, pour dire qu'il y a une position de l'auteur. Il y a une intention de l'auteur, c'est clair, dans chacune de ces nouvelles. Mais lorsque vous mettez ces nouvelles bout à bout dans un volume comme ça, il laisse complètement au lecteur de faire jugement ou Oui, exactement, tout à fait. Ce n'est pas lui qui juge. Mais en revanche, il appelle à des lectures qui peuvent être... Vous savez, c'est un peu ce qu'on dit d'un livre. Et il appartient pour moitié à celui qui l'écrit et pour l'autre à celui qui le lit. Donc chacun va interpréter et lire à sa manière. Voilà. C'est ce que j'ai cru ressentir, moi. C'est pas... Voilà. Concernant le silence de la mer, du sens de ce silence, qui n'est pas du tout celui de la mer de Camus, qui était, comme on le sait, musique aussi. J'en parle ouvertement. Je vais me permettre de lire juste un petit passage. Le silence de ma mère est le verdict d'une grande douleur. Derrière cette consomption du temps insonore, j'entends tempêter une tragédie. C'est comme si elle avait été choisie par l'Assemblée, Tajmah des ancêtres, vaincue à Isharidan, qui, voulant poursuivre la résistance, aurait décidé de léguer à une petite fille, reconnue à un signe divinatoire, le secret de la tribu. Voilà le sens de ce silence. D'accord. D'accord. Pardon, il y a madame derrière, et puis ce sera vous. Hein. Merci, bonsoir, merci Nuno pour cette présentation. Aristide, j'ai vu que, ta mère, là, dont tu voulais parler très peu ce soir, tu en as quand même parlé dans un livre collectif sur le thème de la mer, justement. Oui. Et puis, on voit aussi en filigrane, dans la pièce Superbe exilée, qui va être jouée bientôt d'ailleurs, il y a aussi un texte magnifique sur ta mère. Je voulais savoir, entre les trois versions, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut être un peu dans le secret des dieux pour savoir ce qui est le plus fictionné, ce qui est le plus, qui tient plus de réel, voilà. Sauf si tu refuses de répondre. Non, je ne sais pas, enfin en tout cas pour ma part, comme chaque fois que j'ai à écrire sur des choses sensibles qui me touchent, je déploie une intelligence que je ne me connais pas, que je n'ai pas, à maquiller les choses. Et parfois j'y arrive, et souvent je n'y arrive pas. Voilà, donc je ne peux pas te faire une meilleure réponse. Bon, ben, on peut cuisiner en privé. Merci. Effectivement, c'est toujours difficile de faire des commentaires sur un livre qu'on n'a pas écrit et on suppute des choses sur ce qu'on n'a pas lu, pardon. Surtout qu'on n'a pas écrit d'ailleurs. Et on suppute sur certaines phrases de résumé comme ça, mais il y a au moins 3 thèmes qui sont sortis là, par les questions et par les commentaires, qui pour moi se ramènent au même. En fait, on parle de la mer, on parle de Madame la France, et puis ce qui m'a un petit peu... J'avais pas pensé à ça, mais tu as parlé des héros
que l'on ne voyait pas et dont on entendait parler. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une vision d'un enfant qui a vécu à Alger. Les gens comme nous qui avons vécu la guerre à la montagne, au terroir pour ne pas dire au bled, c'était complètement l'inverse parce que ces héros-là on les voyait au quotidien. Que ce soit les Amirouj dans certains villages, que ce soit Mohamed Hajj, que ce soit enfin tous les grands héros, c'est-à-dire ceux qui ont des noms, mais aussi ceux qui étaient qui luttaient toute la journée, nous les voyons vivants et nous les avons vus mourir. Nous les avons vus mourir physiquement et spirituellement et moralement, etc. Alors, c'est quoi cette... Alors, d'une part, on avait peut-être, quand on luttait pour ça, on voyait nos pères, nos frères, nos cousins lutter et mourir pour quelque chose, je ne sais pas comment on l'appelait, mais ça peut être la mère patrie, la mère n'importe quoi. Et puis, finalement, Madame la France, c'était peut-être, qui nous a incité à lutter, contre laquelle on luttait, mais qu'est-ce que ça a été remplacé par Madame l'Algérie dans un sens. Pour moi, cette vision du héros, comme tu l'as dit d'ailleurs d'une autre manière, nous les connaissions les héros, et puis tout à coup, on voit des héros nouveaux, des constructs, comme on dit en anglais, des héros construits. C'était, à part les gens qui étaient vivants, on a le plus fameux, pour ne pas utiliser un mot contraire, c'est l'émir Abdelkader, un héros d'il y a un siècle et demi qu'on a été chercher pour faire oublier toute l'histoire récente en fait, tous nos héros justement qui étaient présents avec nous. Et c'est un peu ce qui m'a frappé. Je ne voudrais pas faire plus de supputation non plus parce que je déduis ça par rapport à ce que vous trois vous avez dit, peut-être une personne derrière moi qui a posé la question, mais enfin c'est un peu le grand truc et ce qui me donne envie de le dire dans un sens encore plus. Ben, tant mieux, mais enfin, j'ai un seul commentaire à faire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que j'ai essayé, à part quelques petites notations comme ça, excepté quelques petites notations, j'ai essayé d'écrire ce livre sur les souvenirs d'enfance sans le désenchantement de l'adulte. C'est-à-dire en évitant le regard. J'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, post-indépendance, etc., sur tous les problèmes qu'on a rencontrés par la suite. Mais concernant ce livre, j'ai essayé vraiment de rester, comme l'a dit Nono tout à l'heure, de rester à hauteur de l'enfance, quoi, de l'époque, sans voir. Et effectivement, je me souviens très bien, quand on était enfant, pour nous, l'indépendance, c'était une femme. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs on disait Hurriya, enfin, c'était le nom d'un certain nombre de femmes du quartier, etc. Donc pour nous c'était vraiment, il y avait quelque chose de profondément romantique dans cette idée d'indépendance qui allait venir, etc. J'ai pas du tout cette notion de héros. Cette notion de héros, nous la vivions comme quelque chose qui n'existait pas. Qui n'existait pas, c'est-à-dire c'était ceux qu'on nous présentait comme les héros, on ne les voyait jamais, et par contre, ceux qui étaient de vrais héros, mais ça on ne savait pas, on était des enfants, on ne pouvait pas le savoir, c'était vraiment des gens qui par la suite, à part quelques notations où par exemple dans un des textes, effectivement, j'avais fait un article en 2008, je crois, sur l'indépendance de l'Algérie, qui est paru dans la presse, et j'étais allé dans mon quartier, il y avait un jeune qui m'avait interpellé, un jeune qui n'était même pas né, qui est né 10 ans après l'indépendance, qui me dit « Pourquoi tu dis que c'était une bonne chose l'indépendance ?» Il me dit « Regarde, parce que voilà, oui. » Je fais il me dit « Voilà, c'est ça votre indépendance, c'est ça l'indépendance que vous nous avez donnée. » Donc, si tu veux, j'ai essayé de ne pas me laisser guider par le désenchantement de l'adulte. Je peux juste répondre 2 secondes. C'est que la différence, justement, c'est que nous, le désenchantement pour nous, dans la montagne, a peut-être commencé avant l'âge adulte. En fait, dès l'indépendance, nous avons vu, on avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, on avait vu déjà, on a eu ce désenchantement, malheureusement, à ce moment-là. C'est ça peut-être la différence. Vous savez le maquis de 63. Entre autres. Voilà, le maquis de 63, comme il y avait là. Voilà, exactement. Il y a un doigt qui se lève. Soyons pas désenchantés.
Quel genre de désenchantement? Voilà. Allez-y, posez la question, madame, on écoute. Oui, oui. Quel genre de désenchantement avez-vous éprouvé? C'est une grosse question. Les gens répondent pour moi. Non, je sais pas, vraiment, là aussi, on pensait que, d'abord, ça paraît pas comme ça, mais dans le livre, on sent vraiment, on sent que dans le quartier où j'ai vécu la guerre, quand on était enfant, que c'était une espèce de ghetto qui était fermé complètement. Hein. On avait du mal à sortir, etc. Puis c'était un quartier complètement indigène. Les seuls Français qu'il y avait, c'était les parachutistes et certains instituteurs, parce que il y avait aussi quelques instituteurs algériens. Mais c'était surtout, il y avait quelques... donc on a vécu, l'une des choses, c'est qu'on avait l'impression que l'indépendance allait ouvrir les portes du quartier pour que ça donne sur la ville, etc., qu'il y ait une circulation avec la ville. On s'est très vite rendu compte, quelques années après l'indépendance, le désenchantement a commencé, parce qu'on a commencé à voir une hiérarchisation qui parfois correspondait à la hiérarchisation coloniale. Voilà, on va très vite, par exemple, dans mon quartier, s'est installée très vite une cellule du FLN qui est devenue vraiment d'une puissance presque tyrannique. Hein, je veux dire, on le sentait à l'échelle du quartier, hein, même enfant. Hein, ça aussi, je le raconte, quand il y avait cette fameuse force locale, là, juste après les accords d'Évian, le fameux gouvernement de Rocher Noir, etc., il y avait une force de police. Les Martiens. Les Martiens, voilà. Et ils venaient à vélo nous empêcher de jouer au foot on n'avait pas de stade, on jouait sur le goudron des routes. On avait l'impression que l'indépendance on a obtenu l'indépendance juste pour que ces policiers de la force locale viennent nous crever les ballons parce qu'ils avaient des poignards. Et quand on jouait, on avait des ballons en plastique, ils l'attrapaient, ils le déchiraient comme ça, ils le jetaient, alors que un an auparavant, un an avant l'indépendance, les parachutistes ne nous empêchaient pas de jouer. Un gosse, il fait très vite la correspondance, quoi, je veux dire. Mais eux étaient à l'école avec vous. Oui, on a été à la même école. Non, mais la grande désillusion, surtout juste à l'indépendance, la lutte pour le pouvoir. Oui, Slasmin Barakat. Oui, tout à fait. Désenchantement, oui. Désenchantement, ça on n'aurait jamais pensé que ces gens qu'on voyait comme des dieux, qu'on écoutait à Radio de Tunis et tout ça, qu'ils allaient s'entretuer pour le pouvoir. Tout à fait. D'après ce que j'ai entendu, il me semble qu'il manque quelqu'un dans ton livre, Asré. C'est ton père qui est instituteur. Est-ce que... C'est un ouvrage. Où est-il? Il paraît que c'est pas une autobiographie. On en parle. J'aimerais bien. Parce qu'on a beaucoup de communs, nos parents, nos grands-pères et nos pères étaient instituteurs. Il aurait bien voulu retrouver un peu... Écoute, La parole à Catherine. Oui, il faut venir. Catherine Melroga. Il faut venir voir la pièce d'Areski où il parle de son père, mais il fait parler de son père par l'intermédiaire de sa mère. C'est très intéressant parce qu'elle explique comment la tradition militante dans la famille est passée aussi du père au fils. C'est très intéressant. Hein. Voilà. Mais Areski, on peut compléter. Catherine Belkhoda a fait la mise en scène de la pièce Superbes exilés qu'elle va donc donner le mercredi prochain, 14 juin, à 19h. Vous êtes tous priés d'eux, etc. Nous sommes de réserver parce qu'il y a très peu de place. Ah. Donc les autres, ils suivront là-haut, Oui. à l'écran. Oui, oui. Voilà, donc c'est en attendant une représentation dans un théâtre.
Mais là, il n'y a que 40 places hein, pour mercredi. D'accord. Donc les premiers, pas les premiers arrivés, mais les premiers qui ont réservé inscrits seront servis. Ben oui. Et les autres, ils vont regarder là-haut. Très bien. Est-ce que je peux juste, Oui. est-ce que je peux juste rajouter à la question de la dame, désenchantement, ça a commencé quand on a commencé à usurper notre histoire. Ça me paraît très important. Et à travers l'usurpation d'histoire, ils nous ont présenté une fausse histoire. Ce qui fait jusque-là, elle conditionne, on est complètement paumé. Il faut récupérer cette histoire. Il faut essayer de la rendre, surtout au peuple berbère. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Si ce n'est donc, on vous remercie. On vous remercie beaucoup. Et je vous invite à l'étage au-dessus pour une petite collation et pour la signature du livre par l'auteur Areski Metrem. Merci, merci à vous.